Nous revoici pour le deuxième webinaire de l'après-midi, toujours sur Elastic MapReduce, mais cette fois, après avoir présenté les concepts, nous allons faire des démos. Voilà, donc plus de slides et des démos. Donc voilà de quoi on va parler. On va regarder rapidement comment on démarre un cluster, et en particulier on va regarder comment intégrer ce que je décrivais tout à l'heure, les flottes spot, pour optimiser à la fois les temps de traitement et le coût des clusters. Ensuite, on va jeter un œil à comment interfacer Hive et S3, donc comment lancer un traitement de données sur des données externes dans S3. C'est un point qui est important, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quand j'ai parlé du cycle global du machine learning, cette préparation de données, cette transformation de données, préalable à l'entraînement du modèle est évidemment indispensable. Et on a tendance à la faire avec soit des jobs MapReduce, soit avec Hive quand on arrive à le faire. Donc c'est important de bien comprendre comment faire ça. Et puis les deux dernières démos, là on va rentrer spécifiquement dans des sujets de machine learning. On va parler un peu d'une librairie qui s'appelle Apache Maout, qui contient tout un tas d'algorithmes pour le machine learning, notamment des algorithmes de recommandation de produits. Donc là on est à un niveau de machine learning relativement élevé, mais vous allez voir que l'utilisation est plutôt simple, en tout cas pour cet algorithme-là. On regardera un peu ce qu'il y a d'autre, on fouillera un peu dans la doc de Maout, on verra ce qu'on trouve. Ça vous mettra le pied à l'étrier. Et puis ensuite, on utilisera ce même cluster, mais cette fois avec un notebook Spark et Spark ML en particulier pour faire de la classification de spam. Et puis on regardera un ensemble d'algorithmes de classification. Voilà, donc voilà ce qu'on va faire. Ok ? Et c'est tout. Allez, on y va. Alors, où est mon cluster ? C'est parti. Ok, nous y voilà. On va vérifier qu'on a une connexion réseau. Ouais, magnifique. Bon. Alors, pardon, excusez-moi. Donc ici, j'ai déjà créé un cluster qu'on utilisera tout à l'heure, mais allons-y, créons un nouveau cluster. Alors, une fois de plus, je le fais avec la console, parce que c'est ce qu'il y a de plus visuel et de plus simple à comprendre, mais tout ce que je fais là, on peut aussi le faire en API, on peut aussi l'automatiser, on peut faire du CloudFormation, etc. etc. Okay, donc, à chaque fois que je fais trop de lignes de commande, je reçois des mails d'insultes en me disant qu'on ne comprend rien et que c'est trop compliqué. Donc je reste avec la console. Donc on va donner un petit nom à ce cluster. Alors ici ce qu'on voit, on voit l'écran vraiment, on va dire le quick start, quoi. Donc si on veut se contenter d'un cluster assez simple, on peut se contenter de cet écran. Donc ici on va choisir, et évidemment je vous montrerai les options avancées après. Donc ici on peut choisir la distribution, donc EMR. Et puis vous voyez qu'on a des packages d'applications prédéfinis. Donc on a Core Hadoop, où en gros on va dire Hadoop et Hive. Si on veut HBase, donc qui est la base de données d'Hadoop, on peut l'avoir ici. Si on veut Presto, on peut l'avoir. Et si on veut Spark, on peut l'avoir. Alors c'est sympa, c'est pratique. Maintenant, si on a envie par exemple d'avoir Hive et Spark, bon ben là il vous faudra aller dans les options avancées, je vais vous le montrer après. Mais bon, pour faire des tests, soit sur Hadoop, soit sur Hive, soit sur Spark, ces configs là vont très bien. Ici, vous pouvez choisir le type d'instance. Ok. Donc on voit les instances, les grands classiques, hein. Il y a les C4, les M4, les instances GPU dont je parlais tout à l'heure depuis peu. Voilà. Vous allez choisir la taille des instances, vous allez choisir le nombre de nœuds, vous allez choisir une paire de clés SSH pour pouvoir vous connecter sur les instances, create, bam, voilà. Donc au minimum c'est tout. Hein, si vous voulez juste un petit cluster de test, 3-4 nœuds pour faire un test Spark, etc. C'est tout ce qu'il y a à faire. Okay, bon. Alors évidemment, nous ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt Advanced Options. Donc ici, on va pouvoir choisir, la liste des applications. Donc là, vous voyez, on les a toutes. Hein. Donc on peut cocher ou décocher ce qu'on veut. Donc si j'ai envie d'avoir tiens, un scoop pour faire de l'import-export de données,
Si j'ai envie d'avoir, tiens, je veux pas Pig, et je veux, tiens, je veux Spark, voilà, donc je veux Hive, Spark et 2-3 trucs. Voilà, je peux choisir spécifiquement les applications Hadoop que j'ai envie d'avoir. Ok. Je pourrais rajouter des options de configuration spécifiques à Hadoop ici. Donc préconfigurer mon cluster d'une certaine manière. Ici, je pourrais ajouter un step. Donc, vous vous souvenez qu'un step, c'est finalement la définition de l'exécution d'une tâche. Donc, on pourrait dire, bon, bah tiens, au démarrage du cluster, j'ai envie de démarrer l'exécution d'un programme Hive. Donc, je vais donner l'emplacement du script dans S3, l'emplacement des données sources, l'emplacement où écrire les résultats, des paramètres, etc. Et je pourrais ajouter un step. Okay, et puis je pourrais les combiner. Donc on peut avoir un grand nombre de steps qui vont s'enchaîner. Donc on pourrait faire un script scoop qui va charger des données depuis, je sais pas, SQL Server. Et puis ensuite lancer Hive pour faire je sais pas, une analyse de données. Et puis ensuite lancer un script qui repousse les résultats vers S3, etc. Donc on peut enchaîner tous ces steps. D'accord. Si on voulait lancer par exemple, je sais pas, tiens, une appli Spark, voilà, bon, et ben on va la déployer donc en mode cluster, on va avoir les options, etc. etc. Ok, donc bon, des paramètres tels qu'on les lancerait avec Spark Submit en ligne de commande. Ok, donc on peut définir ces steps et on peut dire à la fin, lorsque le dernier step s'est terminé, tu tues le cluster. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on lance des clusters spécifiques pour un job. Okay, et donc on ne paye que pendant le coût du job, ça n'est que le coût d'exécution de ce cluster. Et puis une fois que le job est terminé, paf, on shoot le cluster. Donc vous voyez, on va vraiment très très loin dans l'automatisation et l'élasticité du cluster. On les crée à la demande, on les détruit. Créer un cluster, ça devient un truc banal, comme créer une instance EC2 finalement. Alors, on va aller voir ce qu'il y a sur l'écran suivant. Donc, sur l'écran suivant, on va choisir la configuration des clusters. Okay, donc, par défaut, on a ce choix de dire on veut des types d'instances uniformes. Okay, donc, on a 3 types d'instances. On a donc, le master, les nœuds cœurs et les tasks. Okay, vous vous souvenez, on a vu ça tout à l'heure. Donc ici, on peut tout éditer. Hein. Si on lui dit, moi, tiens, je voudrais que le master, ça soit un C4X large, que les cœurs, ça soit du stockage SSD, là, du D2X large. Et puis, tiens, j'en voudrais 3 ou 4, allez, soyons fous. Et puis, par contre, les task nodes, j'ai envie que ça soit que du... Allez, on va mettre du C4 8XL, là, on va mettre du calcul brutal. Voilà. Et j'en veux, je sais pas, j'en veux 4 aussi. J'ai pas besoin de plus. Et puis pour chacun, je vais pouvoir choisir donc entre on-demand et spot. D'accord. Alors, vous faites comme vous voulez. Bon, pour ce qui est du master, à mon avis, il vaut mieux le laisser on-demand, mais c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Pour les nœuds cœurs, là aussi à vous de voir. On pourrait faire du spot et dire bon, je fais du spot, mais peut-être que je me mets à, je sais pas, 60% du prix on-demand ou 70% du prix on-demand. Bon, comme ça, je fais une économie, je prends pas trop de risques, il y a quand même peu de chances que je les perde. Et puis par contre, pour les task nodes, là, on pourrait dire bon, les task nodes, c'est du bonus. Donc là, peut-être que voilà, je peux bider plus agressivement sur ces nœuds-là. Et là, je vois le prix de marché actuel. Voilà. Ok, donc en fonction des tailles de nœuds, vous pouvez choisir votre enchère. On peut configurer l'autoscaling pour chacun des types de nœuds. Okay, donc on va avoir la policy de scale out, la policy de scale in, un peu comme dans EC2. Donc, voilà, on peut, oui, il ne faut pas que je fasse done. Voilà, pardon. Hop.
Donc vous voyez, hein, pour les trois types de nœuds, on va pouvoir spécifier à chaque fois un type d'instance. Est-ce qu'on veut combien on en veut? Est-ce qu'on veut du spot ou est-ce qu'on veut du on-demand? Est-ce qu'on veut du autoscale? Okay. Donc ça, c'est le mode, on va dire, de base. Ensuite, si on veut faire des instances, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, des flottes d'instances, là, on va pouvoir, alors on va le faire par exemple sur les task nodes, hein, ça sera la même chose à chaque fois. Donc on pourrait dire, bon, alors par défaut, j'ai envie d'avoir alors des M3X large, bon pourquoi pas. Alors tiens, essaie de me mettre, je sais pas, 50 vCPU en spot. Et puis j'ai envie, si j'y arrive, j'aimerais bien avoir des C4 aussi parce qu'elle calcule vite. Voilà. Alors on va mettre le prix, donc le maximum spot price, on va dire qu'on est prêt à aller jusqu'à les 50% du prix on demand. Et puis pour les C4 4XL, elles sont plus chères. Alors je vais être plus radin, je vais dire bon non, je ne veux pas dépasser peut-être 30% du prix on demand, etc., etc. Ok. Donc là on peut lui dire quoi? Donc on peut lui indiquer la durée d'exécution des instances. Bon, on ne va pas le mettre, on va les laisser. Et puis on pourrait lui dire qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à les acheter ces instances? Parce que si jamais le prix est trop haut, on peut lui dire si pendant 60 minutes tu n'as pas réussi à acheter d'instance spot, alors soit tu tues le cluster, il n'arrivera pas à monter, en capacité, donc je l'arrête, ou alors on pourrait dire switch to on demand. Okay, et donc à ce moment-là, on va aller acheter ces capacités-là sur le on demand. Okay, donc vous voyez, on peut rajouter comme ça plein de. On peut dire, tiens, si tu arrives à choper des C4X large, il doit y en avoir plein. Voilà, les C4X large, normalement c'est pareil, ils ne doivent pas être chers. Alors si tu arrives à en choper à 20% du prix, je suis preneur. Et puis du coup, allez, je veux bien monter à peut-être 100 vCPU, etc. etc. Okay, donc voilà ce que c'est qu'une flotte d'instances. Hein. C'est pour un type de nœud donné, on va dire, on va définir toute une liste de types d'instances et combien on est prêt à les payer et combien de vCPU, donc combien de cœurs virtuels, de combien de cœurs virtuels on veut disposer à la fin. Okay, voilà. Et donc lui ensuite va s'arranger pour EMR va s'arranger pour, sur la base de ces informations-là, vous fournir cette capacité-là de calcul. Okay, et donc il va aller acheter en fonction de vos prix. Il va essayer d'aller acheter du C4XL, du C4 4XL, du M3, et puis il va additionner tout ça pour essayer d'arriver à 100 vCPU. Okay, donc ça c'est vraiment super parce qu'on peut définir, si on a envie comme ça, 15 familles. Il y a certaines familles d'instances qui sont vraiment super économiques en spot. Vous pouvez aller consulter les prix, vous avez les graphes des prix spot dans la console. Donc vous pouvez vous dire, bon voilà, des C4XL, il y en a plein, c'est jamais cher, je peux en rajouter des tonnes à un prix défiant toute concurrence. Donc tiens, allez, peut-être que finalement je vais pas prendre de C4XL. Peut-être que je vais prendre que de 4XL, pardon, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre que celle-là, et puis mais c'est tellement pas cher que allez hop, j'en prends 200 quoi. Et du coup, on va rajouter des instances et on va accélérer vos temps de traitement tout en restant à des prix super économiques. Ok. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer sur les instances, sur les fleet instances. On va continuer, on va voir ce qui se passe après. Alors après, il n'y a plus grand chose. Ouais. Après, c'est où est-ce qu'on log. Oui, Termination Protection, c'est pas mal. C'est comme sur les instances EC2, ça empêche le cluster d'être tué par accident. Donc si quelqu'un essaie de faire terminer le cluster, on va le dire non. Jusqu'à ce qu'on ait désactivé la protection. Okay, donc sur des clusters importants, il vaut évidemment mieux le mettre. Bootstrap, alors on pourrait choisir une AMI custom. Donc si vous n'avez pas envie d'utiliser l'AMI fournie par Amazon avec Hadoop, vous pourriez avoir votre propre version d'Hadoop et utiliser cette AMI là. Et puis les Bootstrap Actions, c'est les scripts que vous allez exécuter au démarrage. Donc si vous avez envie d'installer une librairie complémentaire ou de copier je ne sais quoi dessus, vous pouvez le faire avec un script ici. Ok, qu'est-ce qu'il y a après ça?
Voilà, la paire de clés, les permissions, la configuration de sécurité, bon ici j'en ai pas défini, et puis les security groups, voilà, qui sont différenciés entre le master et les workers. Parce que certainement, on veut peut-être autoriser SSH sur le master, bon après sur les autres nœuds c'est moins sûr, peut-être qu'on a envie d'être plus strict. Okay, et puis on clique sur Create Cluster et c'est parti. Okay, voilà. Mais vraiment le point clé, hein, c'est ça, cet écran-là, si vous l'avez pas encore, si vous l'aviez jamais vu, si vous utilisez EMR et que vous n'aviez pas cherché à trop jouer avec ça, vraiment je vous conseille de le faire. Vous allez voir, vous arrivez à des prix très faibles, vous arrivez à multiplier vos clusters par 10, par 20, par 30 et donc à diviser les temps de calcul d'autant. Donc c'est vraiment un mécanisme intéressant. Ok, alors voilà pour ça. Alors on va passer sur la deuxième démo, donc, qui était donc Hive. Alors ici je vais utiliser You, qui est l'interface graphique de Dive et d'autres applications. Alors un point qui n'est pas un point de détail, comment est-ce qu'on se connecte à ces applications graphiques, à ces applications web? Alors on se connecte en HTTP évidemment, sur un numéro de port qui est indiqué dans la doc, ici c'est 88 pour You. Mais ça suppose que vous ayez ouvert un tunnel SSH, ok, comme ça. Hop. Voilà, évidemment c'est le bas de l'écran que je vous ai montré, perdu. Voilà. Ok, c'est cette ligne-là qui est importante. Ok, donc vous ouvrez un tunnel vers le masternode, et donc c'est ça qui ensuite vous permet, avec la clé SSH ad hoc évidemment, et c'est ça qui vous permet ensuite d'ouvrir ces applications web. Okay. Alors d'ailleurs, là j'en ai ouvert quelques-unes. Donc là, il y a la connexion sur... On va vérifier que ça marche toujours. Voilà. Donc la connexion sur le Resource Manager, où on va voir la configuration. Donc ici, on voit le nombre de nœuds sur mon cluster. Ok, donc j'ai 4 nœuds, on les voit là. Ici, je suis connecté sur le Nemnode, donc c'est l'application qui gère le HDFS. Ok. D'ailleurs, je dois pouvoir naviguer sur le HDFS ici. Voilà, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Ici, j'ai Ganglia. Donc Ganglia, c'est une appli de monitoring. Dès qu'on va lancer des choses, on va commencer à voir les graphes se colorer. Pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose. J'ai joué un peu tout à l'heure. Ok. Là c'est Zeppelin, on verra ça tout à l'heure. Et donc on a You. Okay. Je vais grossir un peu, ça me paraît un peu petit tout ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des données qui sont dans. Je vais peut-être me mettre en plein écran, ça sera un peu plus mal. Voilà. Je peux pas réduire ce truc-là encore un petit peu. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Donc on va prendre des données qui sont dans S3. Donc en fait, elles sont dans un bucket. C'est un dataset public. Que j'avais là aussi utilisé dans la Big Data Battle, si vous l'aviez vu. Donc on va aller regarder ce qui se passe là. Voilà, donc c'est un dataset qui est là, il y a 1827 fichiers. Okay, c'est des fichiers CSV qui contiennent des événements politiques, diplomatiques, etc. qui sont tirés de sites de presse. C'est un dataset, on va dire, d'information. Donc, il est constitué à partir de tous les titres, de tous les types de news issus des sites web d'information, etc. Avec pas mal de colonnes, qui a dit quoi sur qui, etc. Bon, c'est un dataset qui s'appelle GDELT, si vous voulez aller voir. Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste un dataset un peu volumineux, et c'était l'occasion de faire un petit test. Donc voilà, là j'ai un dataset qui est dans un bucket S3 public. Ok. Ah bon, on va le faire, hein. Alors on va dropper, voilà, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Je vais détruire la table que j'avais fait tout à l'heure. Donc ok, donc ça c'est ici, qu'est-ce que j'ai fait, hein, vous voyez, create external table, voilà, c'est cette partie-là qui est importante. Okay. Donc je crée une table externe dans Hive qui va pointer, entre guillemets, alors elle a le bon schéma hein, quand même, donc il y a, je sais plus, 50 ou 60 colonnes hein, qu'on voit là.
Voilà, c'est amusant à taper tout ça, enfin bon, ok. Donc je fournis un schéma et je lui dis qui correspond à la structure des données qui sont dans S3, ok. C'est un des fichiers CSV, enfin TSV pour être précis. Et donc je crée une table externe. Donc en fait je ne fais que créer le schéma sur Hive et je lui dis donc le format c'est du TSV, donc c'est séparé, des champs séparés par des tabulations et les données sont dans S3. Ok. Donc là j'ai dans Hive créé une table, mais j'ai aucune donnée locale sur le cluster, mes données vivent dans S3, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, supposons que j'ai envie de faire une extraction. Alors ici, on va faire un truc très simple, parce que je ne voulais pas me lancer dans des cabrioles SQL sur Hive. Donc ici, je me dis, tiens, il y a 50 ou 60 colonnes dans ce dataset, moi, j'en ai pas besoin. Ce que je voudrais, c'est extraire alors l'identifiant d'événements, le jour, le mois, l'année, voilà, il y a 5-6 champs, l'acteur principal de l'information, son nom, etc. Okay, donc j'ai envie d'extraire 5 ou 6 champs de ce dataset, et puis sur ça, peut-être après, j'aurai envie de créer un modèle, etc. etc. Okay, donc là aussi, je vais me contenter de créer une table externe, okay, donc qui ne contient que les 5 ou 6 champs, voilà, qui ne contient que les 5 ou 6 champs sur lesquels j'ai envie de travailler, et je vais stocker ces données dans un de mes buckets qui s'appelle JSimon ML Demo, et je vais mettre ça dans un répertoire qui s'appelle Event Short. Okay, et donc ensuite, je vais lui dire, bah, tiens, maintenant, tu vas me remplir cette table, donc cette table short, à partir de la requête suivante. Donc je vais faire un select sur les 5 ou 6 champs qui m'intéressent, okay, dans la table originale, dans la table event. Okay, donc en avant, et ça va prendre un moment. Voilà, donc là il va aller faire un select depuis Hive dans cette table ici dans S3. Et puis, il va écrire les données dans cette nouvelle table, mais qui est elle-même hébergée dans S3. Okay, donc, finalement, on charge depuis S3, on extrait les colonnes dont on a envie, et on va les réécrire dans S3 à un endroit différent. Donc, c'est vraiment typiquement le genre de truc qu'on a envie de faire sur Hadoop et avec Hive. Vraiment se dire, voilà, tout est dans S3, je charge des données, je les transforme, je les réécris dans S3. Comme ça, mon cluster, il ne sert que... C'est vraiment un outil, juste un outil de transformation et pas du tout un outil de stockage. Okay, donc si on regarde un peu les jolies couleurs, là, ça doit commencer à clignoter. Il y a 400 millions de lignes dans ce truc-là. Donc ça va prendre un moment. On va le laisser tourner. On va juste vérifier que ça a démarré. Ah oui, manifestement. Donc là, on voit le trafic réseau qui décolle directement. Donc ça, c'est un bon signe. Voilà. Et puis on voit les nœuds qui commencent à travailler. Okay, voilà. Bon. Donc là, je vois mon cluster Hadoop qui est en train de... Voilà, on va le voir progressivement, qui est en train de charger les données, de les transférer, de les transformer, et puis ensuite de les réécrire. Okay. Et donc là, on est vraiment en mode ETL. On doit avoir le job qui tourne ici. Avec un peu de chance, on va recharger la page. Voilà, il a démarré. Bon, il est à 0%, parce que là, il doit être je dois être juste en train de charger les données, il n'a pas encore vraiment commencé à travailler. Voilà, bon, pour l'avoir fait tout à l'heure, vous voyez que ça dure... Oui, alors je sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'est 8 minutes ou 17 minutes, mais ça prend un peu de temps. Donc on va le laisser tourner et puis on y reviendra peut-être tout à l'heure. Bon, voilà un exemple de job qu'on pourrait faire. Alors un autre exemple, on pourrait utiliser Hive aussi pour faire de la conversion de format. C'est-à-dire mes données ici, elles sont en TSV, pardon, qui n'est pas un format hyper efficace. Et je pourrais dire que j'ai envie de les mettre dans un format en colonne. Alors il y a 2 formats en colonne qui existent aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle Parquet, et un qui s'appelle ORC ou ORC. Donc c'est des formats qui sont optimisés pour le big data et qui écrivent les données en colonne sur les blocs disques au lieu de les écrire en ligne. Ce qui permet, lorsqu'on veut faire des requêtes
non pas sur les 60 colonnes, mais peut-être sur 2 ou 3 colonnes, ce qui est souvent le cas quand on fait de l'analyse. On ne veut pas toutes les colonnes, on veut agréger sur 1 ou 2 colonnes précises. Eh bien, on va se contenter d'aller lire sur disque uniquement les blocs qui contiennent les colonnes données. Ce qu'on ne peut pas faire si les données sont stockées en ligne. Voilà. Et donc, on peut utiliser là aussi Hive facilement pour dire tu vas me créer une table que je vais appeler Events Parquet, qui est exactement le même schéma que l'autre. Tu vas la stocker au format parquet, à cet endroit-là, et puis tu vas la remplir comme ça. Tu vas faire un insert, overwrite, en faisant un select étoile de la table originale. Donc on va se contenter on va recopier finalement toutes les données initiales dans la nouvelle table, mais au passage on va changer le format. Et donc on va se retrouver à la fin avec un dataset qui est au format parquet, beaucoup plus compact, compressé, et donc stocké en colonne, et donc plus efficace pour des requêtes de type analytics. Ok. Alors, est-ce que ce machin a démarré ou est-ce qu'il prend son temps? Juste curieux de voir ça. C'est ça qui m'agace toujours avec Hive, c'est que ça peut mettre 8 minutes ou 12, on ne sait pas. Voilà, ça dépend de... Ah, on est à 32%. Bon, voilà. 32% de 4 minutes, donc ça risque de mettre 12-13 minutes. Voilà. Et si on jette un coup d'œil au cluster, et puis après on passera aux autres exemples. Voilà, on voit que ça commence à bosser. Bon, il y a un peu de CPU parce que ce que je lui demande, c'est quand même pas très violent. Voilà, mais par contre, il y a beaucoup de réseaux parce que oui, il faut aller lire depuis S3 et puis il faut balancer les données entre les différents nœuds. Ok, bon, voilà, puis c'est joli, ça fait des couleurs, magnifique. Bon, voilà un exemple rapide parce qu'on pourrait parler de on pourrait parler de Hive et de TL pendant 3 heures là aussi. Mais voilà un exemple concret de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation d'un cluster, ici l'utilisation de Hive, en n'utilisant pas HDFS. Si je regarde HDFS, si je recharge ici, bon, j'ai pas grand-chose sur mon cluster il reste vide là. Voilà, j'utilise 2 gigas parce qu'il doit y avoir un peu de log, un peu de fichiers de config. Mais vous voyez que les données, elles ne sont pas écrites, elles ne font que transiter. Okay, donc si j'ai envie de détruire ce cluster, très bien, j'ai rien à sauvegarder, j'ai rien à gérer. Okay, donc voilà un exemple concret de Hive plus S3. Et on va laisser ça se terminer tranquillement. Okay. Et voilà. Et comme je l'ai déjà fait tout à l'heure, peut-être qu'on voit encore les résultats. Voilà. Ouais, voilà. Donc là, on voit, une fois que le job est terminé, on voit que on voit les fichiers qui ont été générés. Et allez, si on essaie d'en récupérer un vite fait. Allez, prenons celui-là. Voilà, et si on ouvre ça. Voilà, et on voit ce que j'ai. On voit qu'effectivement on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a bien les 6 colonnes, voilà, on a bien les 6 colonnes que je lui ai demandé d'extraire. Okay, donc j'ai fait un ETL très simple, j'ai fait un ETL sur un dataset relativement volumineux. Voilà. Et je pourrais une fois de plus utiliser la Step API pour faire ça automatiquement, donc démarrer un cluster, lancer ce job d'ETL, et puis terminer le cluster automatiquement lorsque le job est fini et arrêter de payer. Ok. Bon, voilà un petit exemple, S3 plus Hive, rien dans HDFS. Alors passons à, quel était le troisième exemple? Passons à Maout. Alors quand même un peu de background. Donc Maout, c'est une librairie on va dire de machine learning au sens large, qui a eu son heure de gloire. Je vais essayer de rester diplomate. Ça a été sans doute une des premières librairies open source disponibles sur Hadoop pour faire du machine learning, de la recommandation, etc. Elle a perdu en popularité avec l'arrivée de Spark, et notamment de Spark ML qu'on va voir tout à l'heure. Mais néanmoins, là, elle a l'air de redémarrer depuis un an ou deux. Le
rythme de release s'est repris, s'est remis en marche. Et elle propose maintenant, alors initialement elle proposait uniquement évidemment des traitements sur MapReduce, donc avec les avantages et les inconvénients de MapReduce, c'est-à-dire pas de capacité temps réel, pas de streaming, pas de choses comme ça. Et là depuis, en fait ce qui a manifestement relancé Maout, c'est que maintenant Maout peut fonctionner avec différents back-ends. Donc on voit la liste je crois des algorithmes ici. Voilà. Donc initialement, Maout était vraiment orienté sur MapReduce, et donc depuis, on va dire en gros un an et demi, ils se mettent à supporter d'autres back-ends comme Spark ou Flink. Alors ils n'ont pas évidemment encore tous les algorithmes, voilà, mais on voit que progressivement les algos MapReduce sont migrés vers les nouveaux back-ends. Alors là justement on voit la liste des algorithmes, c'est intéressant, vous voyez que par rapport à ce que j'ai dit hier, on a parlé de régression, on a parlé de classification, etc. Et on va le voir à nouveau tout à l'heure dans SparkML. Ici on est sur des classes d'algorithmes un petit peu différents, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans Maout, c'est que par exemple Maout va fournir des algorithmes pour de la recommandation, ce qu'on appelle du collaborative filtering, c'est ce qu'on va exécuter tout à l'heure, de la factorisation de matrices, qui est aussi une des grandes techniques utilisées par les outils de recommandation. Donc on n'est pas sur des algos, on va dire, on n'est pas sur des algos, j'allais dire bas niveau, juste classification, juste régression, etc. On est sur des algos sans doute un peu plus complexes, et en tout cas voilà, qui permettent assez aisément de construire par exemple des recommandeurs, comme on va le voir tout à l'heure. Et il y a également voilà, des algorithmes, on va dire, purement mathématiques, dans lesquels je ne rentre pas du tout, qui eux vont vous servir à coder des algorithmes de machine learning. Donc c'est vraiment, voilà, par exemple le PCA, le Principal Component Analysis, c'est une brique de base qui va servir à coder des algorithmes de machine learning. Donc si vous êtes si vous êtes data scientist, si vous êtes chercheur, ou si vous avez envie de coder votre algo je veux dire à partir de zéro ou presque, vous allez trouver dans Maout ces briques-là, donc ces algos mathématiques, ces transformations mathématiques qui vont vous aider à construire l'algo. Okay, donc on n'est clairement pas sur Machine Learning as a Service, là on est vraiment sur alors essentiellement de la recommandation, ce qui a vraiment été à mon avis le gros truc qui a fait décoller Maout, la capacité à faire des recommandeurs en quelques lignes de code, et puis après sur un ensemble de briques très mathématiques qui vont plaire aux chercheurs et aux gens qui ont envie de développer leur algo. Okay, alors nous on va essayer de faire un truc plus simple, on va surtout pas faire des maths. Là il y a une page qui est intéressante qui fournit davantage d'informations sur comment on construit un recommandeur, ou un outil de recommandation si on parlait français. Donc il y a différentes classes dans Maout qui vont permettre de le faire, je vous laisserai lire tout ça. Voilà, donc on peut chercher des similarités entre utilisateurs, on peut chercher des voisinages entre utilisateurs, on peut faire des recommandations basées sur les utilisateurs, on peut faire des recommandations basées sur les items, enfin il y a différentes classes. Okay, je passe très vite, mais voilà, si vous avez un sujet de recommandation de produits par exemple, c'est assez intéressant. Okay, donc voilà Maout. Alors on va faire un petit exemple. Donc j'ai besoin de me connecter sur mon cluster, si j'y suis, voilà. Ok. En avant, alors. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop, pardon. C'est ça. Donc histoire de tricher et de pas taper des âneries. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recommandation basée sur un dataset qui s'appelle MovieLens, que vous connaissez peut-être, qui est un dataset de recommandation de films. Voilà, que vous pouvez télécharger, un dataset public. Donc le but du jeu est simple, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui ont voté pour un certain nombre de films en notant de 1 à 5. Et donc, on se retrouve avec ces recommandations. Okay, donc,
il y a plusieurs tailles de datasets ici pour que le traitement soit relativement rapide. J'ai préféré prendre un dataset pas trop gros. Donc il y a 1 million de recommandations. Je crois qu'il y a, je crois que c'est 6000, attendez, je l'avais noté, 6000 utilisateurs et 4000 films. C'est ça, voilà, c'est ça. 6000 utilisateurs, 4000 films et 1 million de recommandations. Ok. Donc à quoi ça ressemble? Alors ça ressemble à ça, c'est pas très excitant vu comme ça. Donc là, on a quoi? On a l'identifiant de l'utilisateur, l'identifiant du film, la note mise au film de 1 à 5, c'est comme les webinaires, tiens. Et puis ça, c'est un timestamp. Bon. D'accord? Et bah, j'ai, sans surprise, donc j'ai 3800 films, et j'ai combien de ratings? Normalement 1 million. Voilà, ouais, c'est un petit peu pour elle. Bon, on va dire 1 million. Okay. D'accord? Donc le but du jeu maintenant, ça va être, sur la base de ce dataset, de recommander à chaque utilisateur des films qui pourraient lui plaire. Okay. Donc en fonction de ce qu'il a noté, en fonction de ce qu'il a aimé, et en fonction de ce que d'autres ont aimé, on va générer des recommandations. Okay. Donc là, c'est des films, mais bon, si vous, on pourrait évidemment facilement faire ça avec d'autres choses. Hein. Ça pourrait être un identifiant de produit. Enfin, on peut sans mal imaginer d'autres cas d'usage. Ok. Donc le premier truc que je vais faire, alors je l'ai déjà fait, c'est que j'ai transformé le fichier, j'ai enlevé le timestamp qui m'intéressait pas, puis j'ai remplacé les 2 points par des virgules parce que c'est le format que Mahout attend, donc c'est exactement les mêmes données. Hein. Donc là c'est l'utilisateur 1, il a mis 5 sur 5 au film 1193. Voilà, on a la liste des films par ailleurs, donc on pourrait retrouver le titre si on voulait, mais évidemment pour faire du machine learning il faut travailler avec des chiffres. Voilà, il a mis 3 sur 5 au film 661, etc. etc. Et puis on a, vous voyez, voilà, on a tous les utilisateurs, on a ces recommandations. Okay. Donc voilà le dataset. Oui, je vais effacer tout ce qui pourrait traîner d'une exécution précédente. Voilà, c'est bon, ça, il n'y avait rien. Donc ensuite, je vais copier dans HDFS, parce que là je travaille mais sur le cluster, mais là je ne suis pas sur HDFS, là je suis sur le disque, le disque du masternode. Donc, je vais copier mon fichier d'entrée dans HDFS. D'ailleurs, je dois le voir maintenant. Ah, voilà. Ok, donc il a été copié. Très bien. Si j'allais là-dedans, je pense que je le verrai aussi. Toc, on peut espérer. Voilà, il a été copié. Ok, il fait 128 mégas. Ensuite, alors là, c'est la beauté de la chose, c'est que je vais exécuter cette magnifique commande. Donc c'est basé sur un exemple. Hein. Il y a des exemples qui font partie de Mahout. Et ici, donc j'utilise un recommandeur d'items, ce qui est bien ce que je vais faire. Donc le fichier, je vous ai épargné la compilation du fichier, il est déjà compilé. Vous trouverez l'exemple sur le site de Mahout, d'ailleurs on peut peut-être le retrouver. C'est littéralement 5 lignes de code. Et il est... je ne vais pas le trouver maintenant. Voilà, c'est celui-là. Okay. Donc là, vous pourrez trouver cet article-là. Voilà. Si vous voulez voir le code, hein, vous allez être déçu, c'est pas très compliqué. Donc on charge le fichier, on calcule les similarités, etc. etc. Voilà. Et c'est tout. Donc il y a littéralement 5 lignes de code pour faire ça. Okay. Vraiment super simple. Donc on va l'exécuter. Qu'est-ce qu'on donne? Donc on lui dit qu'on va écrire les résultats, dans un répertoire qui s'appelle recommandations. On va lui demander de me fournir 10 recommandations par utilisateur. Et puis on va lui donner, alors il y a plusieurs techniques pour calculer les similarités, je ne rentre pas trop dans les détails, on va utiliser celle-là, vous pourrez tester les autres si vous avez envie. Okay. Donc là j'exécute ce job. Ok, donc là je vais voir sur mon cluster, alors là on voit les magnifiques logs Hadoop, et donc je vois que mon job a démarré, et si je vais quelque part dans mon job tracker, alors non, plutôt là, voilà, application, voilà, je vois
voilà, je vois ici que je vois les différentes étapes qui vont se dérouler au fur et à mesure de l'exécution. D'accord. Alors, on regarde ça avant ça parce que c'est important de faire du monitoring. Mais, l'avantage de Mahout, c'est qu'il y a cette classe item recommander qui va faire tout ça automatiquement. Et donc, littéralement, en 5 lignes de code, vous générez des recommandations. Donc, c'est vraiment une technique. C'est vraiment une librairie intéressante pour ce genre de problème. C'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès parce que elle a encapsulé un problème très compliqué en peu de code. Et donc, grâce au calcul distribué qui est fourni par Hadoop, eh ben, on arrive à faire ça dans des temps qui sont relativement raisonnables. Là, ça devrait prendre à peu près 3 minutes. On va regarder ce que raconte mon ami Ganglia. Voilà, là, on devrait avoir un peu plus de calcul, à mon avis. On va lui laisser le temps de s'échauffer. Ok, donc là, je vois mon job qui continue à s'exécuter. Ok, donc maintenant, imaginez ça dans votre propre environnement. Hein. Vous pourriez avoir, ici, on a 1 million de recommandations. Bon, c'est pas énorme, hein, mais je voulais un temps de calcul raisonnable. Vous imaginez que vous avez, je sais pas, 100 000 clients qui ont fait, je sais pas, 2 millions d'achats qui ont acheté 2 millions de produits sur votre site web. Vous pourriez générer exactement les mêmes fichiers en entrée. Hein, vous pourriez avoir l'utilisateur 1, il a acheté ça, l'utilisateur 2, il a acheté ça, etc. Et puis vous pourriez exactement de la même façon générer des recommandations. Bon, simplement, évidemment, avec un plus gros fichier, le temps de calcul sera un peu plus long. Alors à vous de voir si vous voulez calculer ça toutes les 24 heures, toutes les 12 heures, toutes les heures. Et puis ensuite, vous dimensionnez votre cluster en fonction de ça. Et si, une fois de plus, si vous avez besoin de force de frappe, vous rajoutez des instances spot. Et vous accélérez votre temps de calcul. Donc là, on voit le job qui est en train de s'exécuter gentiment. Voilà, là, ça travaille un peu plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était vraiment juste de l'exécution pure et dure de requêtes SQL, donc c'est pas très intensif. Mais ici, voilà, il y a un peu de travail, il y a un peu de maths. Donc on voit que la charge agrégée du cluster elle est plus importante. Ok. Ça travaille gentiment. Bon, on est quand même qu'à 30% de CPU. Hein. On est sur quoi On est sur des instances, je sais plus ce que j'ai mis comme nœud. J'ai mis du C4. C4 XL. Qu'est-ce qu'on a mis comme nœud? C4 4XL, oui. Donc, c'est un peu surdimensionné pour ce genre de problème, enfin bon, c'est pas grave. Je ne paye pas mes factures, donc ça marche. Voilà, on ne devrait pas être loin d'avoir fini. Voilà, ça y est. Ok, donc on voit à la fin, il me dit, bon ben ok, donc ça a pris 3 minutes, à peu près 3 minutes et demie. Et il a écrit les résultats. Il a écrit les résultats quelque part. Ah non, il les a écrits dans HDFS, bien sûr, je suis idiot. Fatigue me gagne. Donc si évidemment, je vais voir ce qui se passe dans HDFS, je vais voir normalement recommandation quelque part. Voilà, ok. Donc là, je vois une liste de fichiers donc, qui ont été découpés. Et si j'en regarde un au hasard, bah, je vois ce que je suis censé voir, c'est-à-dire je vois des recommandations, donc je vois 10 recommandations pour l'utilisateur 31, je vois 10 recommandations pour l'utilisateur 62, etc. etc. Okay, donc je pourrais en afficher un peu plus. Tiens, voilà, donc selon l'analyse que j'ai faite, eh bien, je vois que l'utilisateur 124, il devrait aimer le film 492, le film 1641, etc. etc. Donc là, on a des scores où on est très sûr. Vous voyez, tous les scores ne sont pas à 5. Ici, par exemple, bon, voilà, pour l'utilisateur 279, alors celui-là sont à 5.
Voilà. Puis après, bon, celui-là, il devrait l'aimer un peu moins, celui-là un petit peu moins, etc. Ok. Voilà, et donc évidemment après on reprendrait la liste des films avec leurs identifiants et puis on se servirait de ça pour dire l'utilisateur de 179 il va aimer Star Wars, Bambi et Pretty Woman. Pourquoi pas. Ok, donc voilà comment faire une recommandation. Alors ici je l'ai fait dans HDFS, donc j'ai violé mes propres principes puisque depuis tout à l'heure, je vous dis de tout faire dans S3, donc on peut aisément faire la même chose dans S3. Hein. Donc j'aurais pu copier, en fait je l'ai fait, j'ai copié dans S3 les recommandations de départ, et je pourrais lui demander de la même façon allez, faisons-le, c'est parti, de stocker le résultat dans S3. Okay. Voilà. D'accord. Ah oui, et là ça évidemment ça ne marche pas puisque ce répertoire existe déjà, puisque j'ai déjà fait tout à l'heure. Okay. Donc il n'est pas content, je l'ai déjà créé. Il faudrait que je l'efface, bon, vous avez compris le principe. Okay. Donc voilà comment simplement, là aussi, on va chercher les données dans S3 et on va réécrire les résultats dans S3. Okay. Donc voilà un exemple tout simple. Donc là, vous voyez, on fait du machine learning, on le fait même à l'échelle, hein, parce qu'on est quand même sur 1 million d'échantillons. Mais avec Maout, en tout cas sur ce problème de recommandation, on le fait de manière super simple. Voilà. Je vous invite à aller consulter la doc de Maout, vous verrez d'autres outils. Et vous pourrez tester d'autres choses. Voilà, dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, on va quitter tout ça. Et on va donc faire un peu de Spark pour terminer la journée. Donc ici, vous voyez bien que je suis sur mon cluster, comme tout à l'heure. Donc ici, j'ai un notebook Zeppelin. Donc Zeppelin est installé par défaut sur... il fait partie de la distribution EMR, donc rien de spécial à faire. Et donc ici, on va construire un classifieur de spam en utilisant différents algos de classification. Donc, vous trouverez tout ça dans la doc de Spark, hein, MLlib. Okay, donc, MLlib contient une grande quantité d'algorithmes, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc de la classification, de la régression, du clustering, enfin vous allez vous faire plaisir, là il y a beaucoup de choses. Donc il y a à la fois des algos et puis la possibilité de construire des workflows avec ce qu'ils appellent les machine learning pipelines. Donc vous allez pouvoir combiner des transformations et transformer vos données, puis les entraîner, puis faire des prédictions, etc. Donc il y a à la fois les algos et on va dire la plomberie pour construire les applications. Alors nous on va se contenter de faire de la prédiction, de la classification, pardon. Alors on va importer, c'est parti, on va importer quelques classes. Et évidemment il nous faut un dataset. Alors ce dataset, il est là. Donc j'ai deux types de messages. J'ai des messages que je considère comme valides, même s'ils sont écrits en alphabet SMS. En tout cas, ce sont des vrais messages. Voilà, messages souhaités. Et puis j'ai des messages classés comme du spam. Ok. Alors j'en ai... Voilà, j'ai 4827 messages valables et 747 messages considérés comme du spam. Donc le but du jeu, c'est de construire un classifieur qui va les détecter. Okay. Donc hier, on avait fait des petits exemples tout simples de régression logistique sur un petit dataset. Bon voilà, ici on va le faire sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc on va les charger. Alors en fait, on ne va pas les charger, on va les définir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur Spark. Quand je fais ça, en fait, il ne charge rien du tout. Simplement, il déclare cette variable comme pointant sur le contenu de ce fichier, mais il va attendre d'avoir réellement besoin des données pour faire le traitement. Donc, si je ne me servais pas de ça, en fait, je ne déclencherai aucune I/O. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la capacité de Spark à créer un graphe d'exécution et à ne parcourir le chemin que lorsqu'il est réellement indispensable, c'est un facteur de performance important. Et puis, c'est chargé en mémoire. Alors ensuite, je vais créer je vais transformer en fait mes datasets pour en extraire donc les features,
Ok, et donc ici, je vais demander à SparkML, via cet objet hashing TF, de m'identifier les 200 features, donc ici les 200 mots, qui sont les plus fréquemment, qui apparaissent le plus fréquemment dans chacun des datasets. Okay, donc il va analyser le dataset, il va compter les mots, et il va me prendre les 200 mots qui apparaissent le plus fréquemment. Okay, parce qu'on peut considérer que sur la base des mots qui apparaissent le plus fréquemment, on est capable de dire si c'est du spam ou pas du spam. Voilà, c'est ça l'hypothèse qu'on fait. Okay, et donc voilà, on va afficher un exemple. Donc ici, j'ai un premier, donc ça correspond à un message, d'accord. Donc ce message-là, il a le mot 25, le mot 55, le mot 99, etc. etc. Ok. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 mots importants parmi les 200 qui apparaissent dans ce message. Et ils apparaissent une fois, ça c'est les fréquences. Okay, donc une fois de plus, pour chacun des datasets, on prend les 200 mots les plus fréquents et on regarde dans chacun des messages lesquels de ces 200 mots apparaissent et à quelle fréquence. Okay, et ici, pour le message valable, je vois que j'ai les mots 15, 54, 96, etc. Et celui-là, il apparaît même 2 fois. D'accord? Donc c'est sur cette base-là qu'on va entraîner. Donc ensuite, il faut que j'étiquette mon dataset. Donc je vais lui dire les features spam, tu les étiquettes à 1. On considère que c'est du spam. Les features qui correspondent au message on va dire accepté, tu les labelles 0. Okay, donc je fais un classifieur avec 2 classes. Okay, d'accord, donc voilà, deux exemples. Donc ici, j'ai le même échantillon. Donc je vois les numéros des mots, leur fréquence, et puis je vois qu'ils ont été étiquetés à 1. Ici, pareil, je vois les numéros des mots, les fréquences, et je vois qu'on a été étiqueté à 0. Et c'est sur ce dataset-là que je vais entraîner mon classifieur. Okay, donc comme hier, on va le splitter entre training set et test set. Okay, donc on le découpe en 80-20. Donc j'ai training data et puis je vais avoir test data. Okay, et je mets training data en cache, en mémoire. Je veux qu'il reste en mémoire parce que je vais m'en servir plusieurs fois. Alors en avant, donc là je vais exécuter toute la suite. Donc là, on va faire un classifieur avec un algorithme qu'on a vu hier, qui est la régression logistique optimisée par SGD, donc le Stochastic Gradient Descent. Donc en fait, à chaque fois, maintenant, on va faire la même chose. On va prendre un algo, on va lui faire apprendre le training set, okay, et puis on va mesurer sa performance. Donc on va prendre le test set, on va le passer à travers le modèle, et on va afficher le score. Okay, donc on va comparer la prédiction faite par le modèle au label réel de l'échantillon, et puis on va mesurer. Okay, donc ici, je vois qu'avec ma régression logistique SGD, j'ai 87% de précision. Okay. On pourrait essayer une régression logistique avec une autre fonction d'optimisation, qui a un nom barbare, LBFGS, qui est plus poussé. Et je vois que cette fois, j'arrive à... j'ai fait moins bien. Voilà, donc comme quoi, c'était pas une bonne idée. Je suis à 86,9. Ok. Alors je pourrais essayer un autre algorithme de machine learning, les support vector machines, qui sont un algorithme fréquemment utilisé pour la classification. Donc on va l'entraîner, on va le mesurer. Bon, 88,20, un petit peu mieux. Et puis maintenant, je pourrais essayer un arbre de décision. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Je vais toujours faire la même chose. Je les entraîne. Voilà. Moi, ça va assez vite, c'est pas un gros dataset. Et là, c'est beaucoup mieux. 93,3%. Donc cet algorithme-là de decision tree, manifestement, il marche bien. Et intuitivement, ça paraît logique parce qu'on pourrait se dire, si le message comporte ce mot-là, est-ce qu'il comporte aussi ce mot-là, et est-ce qu'il comporte aussi ce mot-là, et etc. etc. Et s'il comporte effectivement les mots fréquemment présents dans les messages de spam, effectivement c'est du spam. Donc l'arbre de décision, on peut se dire qu'intuitivement, pour classifier du spam, c'est un truc qui doit marcher assez bien. Ouais. Voilà, ça n'est qu'une intuition évidemment. Alors un autre modèle d'arbre qui s'appelle les Gradient Boosted Trees. Alors je ne rentre pas dans le détail des algos parce qu'on n'a pas le temps. Je vous ai mis les liens sur
sur les pages de la doc Spark, et puis vous pourrez aussi bien sûr voir tout ça sur Wikipédia. Mais vous voyez qu'on peut aisément tester tous ces algos-là. SparkML est vraiment très complet. Voilà, donc là j'ai 91.5. Bon, et puis le dernier, la star de la classification, le Naive Bayes. Alors, lui, il est ultra rapide à entraîner. Et il nous donne 92. Voilà. Donc on peut tester facilement, nos différents algos comme ça. On peut sauver le modèle, etc., etc. Et puis on pourrait essayer, on va essayer des vrais exemples. Donc voilà, j'ai écrit un message. Voilà, vous avez gagné $1 million. Merci de venir au Nigeria à Zap. Alors je précise toujours, je n'ai absolument rien contre les gentils habitants du Nigeria. C'est juste que voilà, on reçoit tous ces mails d'arnaque venant du Nigeria. Et puis un exemple qui paraît pas être du spam. Okay, donc allons-y. Voyons s'ils sont correctement classifiés. Donc là j'affiche mon vecteur. Donc je vois qu'effectivement mon premier message, il contient pas mal de mots, parmi les 200. L'autre aussi d'ailleurs, il y a pas mal de mots qui rentrent dans les 200. Et donc j'ai un score, j'ai une prédiction qui est positive pour le premier message, qui m'indique que c'est bien du spam, et une prédiction qui est négative pour le deuxième message, qui m'indique que ça n'est pas du spam. Okay, donc voilà un exemple, vous voyez, où on combine différentes choses. On utilise Zeppelin, on utilise SparkML, on a des datasets dans S3, on teste plein d'algos, etc., etc. Donc c'est vraiment un environnement sympa pour travailler. Et bien sûr, si on avait un dataset beaucoup plus gros et beaucoup plus long à entraîner, ça marcherait de la même façon. Ici, j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez court. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur SparkML avec tous ces exemples qui sont présents sur GitHub. Je vous le remontre. Je ne crois pas l'avoir montré déjà aujourd'hui. Je l'avais montré hier. Voilà, donc dans le repository AWS, ML, voilà, vous allez trouver tout ça. Oups. Ok, voilà, donc vous pouvez récupérer. Je le laisse à l'écran quelques instants, que vous puissiez le voir. De toute façon, sinon vous l'aurez dans les vidéos également. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire encore? Presque plus rien. C'est la bonne nouvelle, ça. Quelques ressources. Si j'arrive à afficher ça, voilà, quelques ressources. Donc EMR, toujours, le blog Big Data, les white papers, comme tout à l'heure. Si vous vous intéressez aux problèmes de recommandation, il y a un article extraordinaire, alors, complexe, mais vraiment intéressant, qui a été publié il y a quelques mois par Amazon, qui fait un historique des systèmes de recommandation bâtis par Amazon au fil du temps. Le lien sur le site de Mahout, le lien sur la page de recommandeur, là, je vous ai montré tout à l'heure, MLlib, voilà, le lien de GitHub, donc il était même dans les slides, et puis mon blog sur lequel vous trouverez du contenu Deep Learning, MXNet et tout ça, mais ça c'est plutôt pour demain. Voilà, merci beaucoup, j'espère que tout ça vous a plu. On doit avoir un peu de temps encore pour quelques questions, j'imagine. Si, oui, on va faire quelques questions. Hugo, fais pas les gros yeux, enfin, bien sûr qu'on a des questions. Alors, question de Laurent. Hive est-il toujours d'actualité avec Spark SQL? Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est un bon troll aussi, ça. Oui, pensez au sondage pendant que je commence à répondre aux questions, s'il vous plaît. Alors, moi j'ai envie de dire, oui et non. C'est-à-dire que Hive reste d'une utilisation relativement simple. C'est-à-dire que on reste sur du SQL, pas trop éloigné du SQL standard. C'est un outil qui commence à dater, mais qui fait bien ce qu'il a à faire. C'est-à-dire pour faire de l'ETL en SQL, ça fonctionne. Bon, le problème, c'est deux choses. C'est les performances. Les performances de Hive sont quand même, par rapport à celles de Spark, sont quand même moins bonnes. Et puis, bon, il y a l'expressivité du SQL. Donc, si vous arrivez à exprimer les transformations que vous voulez effectuer avec du SQL, pourquoi pas Hive. Si vous avez besoin de faire du filtrage, du MapReduce et des trucs bizarroïdes, vous pouvez combiner du Spark SQL et du Spark natif. Donc, Hive reste un bon outil pour des choses de base. Voilà. À partir du moment où on n'a pas trop de performance. Alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, il y a une question sur les task nodes là. Oui, donc pourquoi dans les task nodes il y a quand même du EBS? Alors les task nodes c'est des instances, donc les instances EC2 ont toutes du stockage, alors pas toutes du stockage EBS mais pratiquement toutes, mais simplement ce stockage là il ne va pas être utilisé, il ne va pas rentrer en jeu dans le HDFS. Donc il y a du stockage mais il ne sera pas associé au HDFS. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, celle-là, elle me plaît bien, là. Bouge pas. Pardon, hein, on est en live. Alors, sur une application web utilisée par un bon nombre d'utilisateurs qui serait hébergée sur un serveur, est-ce mieux de garder les clusters actifs ou est-ce qu'il faut désactiver les clusters après chaque utilisation? Alors, le but du jeu, c'est d'éteindre les clusters autant que possible. Donc si vous avez besoin d'un cluster pour entraîner, pour faire du machine learning ou transformer des données, etc., faites ça, hein, comme je vous l'ai montré. Vous utilisez la STEP API, vous faites votre transformation, vous sauvez vos résultats dans S3, et puis après votre appli web, elle peut aller soit dans S3, soit dans RDS, par exemple, dans une base de données traditionnelle, et puis ensuite votre appli web, elle va aller lire ces données. Il ne faut absolument pas qu'une appli web aille taper un cluster. Hein. Ça, c'est un cluster EMR. Ça, c'est alors l'anti-pattern absolu. C'est pas fait pour, ça marche pas. Donc, par pitié, ne faites pas ça. Si vous avez besoin de transformer des données qui sont in fine utilisées par des applis web, vous les transformez avec EMR. Vous allez les écrire soit dans RDS ou Elasticache ou n'importe, enfin le back-end qui va convenir à ce type de données. Puis ensuite votre application web, elle va aller lire là-dedans. Mais surtout ne combinez pas les applis web et EMR, c'est une mauvaise idée. Allez une dernière. Hugo, allez s'il te plaît, ils ont plein de questions. Remonte un peu parce que là, il y a surtout des problèmes de download de slides. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu étais créatif avec le lien. Alors, est-ce qu'il y a une question de Vincent qui est rigolote? Est-ce qu'il y a un modèle prédictif pour optimiser l'obtention d'instances spot? C'est tout à fait possible. Vous pouvez récupérer l'historique des prix spot. Donc, oui, si vous voulez faire c'est plutôt un sujet de deep learning, hein, c'est des time series. Si vous voulez faire de la prédiction de time series spot en deep learning, c'est un sujet rigolo. Vous trouverez, il y a plein de gens qui s'amusent à faire ça sur le Bitcoin. J'espère que ça leur réussit. À essayer de prédire le cours du Bitcoin. Donc oui, il faut un réseau qui va être capable de prédire des séquences. Et voilà. Voilà, je pense qu'on est à court de temps, je vais me faire éjecter. Oui. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je vous donne donc rendez-vous demain pour introduction au deep learning, demain matin. Introduction à l'IA et au deep learning. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Et puis l'après-midi, je vous parlerai d'une librairie open source qui s'appelle MXNet, qui sert à construire des modèles de deep learning. Donc on commencera à faire du deep learning demain. On approfondira jeudi, on rentrera beaucoup plus, notamment dans les problèmes de reconnaissance d'image. J'amènerai mes gadgets. Et vendredi sera consacré aux nouveautés de reInvent. Donc le premier webinaire, on fera un panorama de toutes les nouveautés IA et machine learning annoncées à reInvent. Et le deuxième webinaire sera consacré à un nouveau service qui s'appelle Amazon SageMaker, qui va vite devenir votre environnement préféré pour faire du machine learning et du deep learning sur AWS. Mais on verra tout ça plus tard. Merci beaucoup, bonne soirée et à demain.